Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Bruno Mazur. Isabelle, vous avez beaucoup travaillé ces 6 derniers mois, vous n'avez pas du tout disparu professionnellement. Non. Question très simple, vous y avez, je suppose, beaucoup réfléchi. Pourquoi cette rumeur? Écoutez, à mon avis, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, parce que c'est quelque chose de tout à fait étrange. Si vous voulez, moi, je suis surtout venue ici pour rassurer les gens, pour leur dire que je les aimais, puisqu'en fait, je n'ai répondu à aucune sommation ni à aucune convocation d'aucune sorte. Je ne répondrai jamais à aucun ordre, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit. C'est uniquement pour rassurer le public que je suis venue ce soir et pour leur dire ne croyez pas tout ce qui se raconte, parce que tout ce qui se raconte n'est pas vrai. Voilà. Alors je vous dis bonsoir, je vous embrasse et je vais vous embrasser aussi. Merci Isabelle. Permettez-moi de vous appeler Isabelle la cathodique parce que vous passez très très bien au tube. Tout le monde en a parlé à retrouver Bruno Mazur dans sa maison près du parc de Bercy à Paris. L'écrivain y vit entouré de ses chats. Depuis l'âge de 25 ans, ils sont toujours succédés dans ma vie. Ils sont tous SDF. J'aime pas les chats trop de race, je les trouve chichiteux et un peu snob. On va dans le pigeonnier, là où je fais semblant de travailler. Direction le bureau du journaliste où l'on découvre que sa passion s'est aussi traduite en livre. Voilà, mon bouquin précédent chez le même éditeur, c'était ça. C'était une commande, hein. En fait, c'est un bouquin de photos surtout, et avec des textes qui m'ont bien amusé. Mais en même temps, j'ai un vrai savoir sur ces bestioles parce que au temps de ma gloriole, dès qu'un bouquin sur les chats, et Dieu sait s'il y en a, sortait, on me l'envoyait. Dans sa bibliothèque, un président dont il a couvert la campagne présidentielle. Tonton qui veille sur moi. J'ai même passé 14 ans de ma vie quasiment avec lui, donc il me doit bien ça. Continue à me surveiller, pépère. Et sur les étagères, un objet pour le moins insolite. Est-ce que vous avez une idée du coût de cette belle chose? C'est très exactement 76 000 €, autrement dit 500 000 anciens francs réduits en miettes par la broyeuse. C'est un petit objet qui a été remis à tous ceux qui, comme moi, ont eu le privilège d'assister à une petite cérémonie organisée à Bercy, là tout près, au moment de la mise en place de l'euro. À l'époque, tout le monde était content. C'est au milieu de ce cabinet de curiosités que le journaliste aime écrire ses livres. À la télévision, surtout à la présentation, la part d'écriture est extrêmement sommaire. Et donc c'est très frustrant. C'est ce qui explique que beaucoup de gens de télévision se lancent dans les livres. C'est pas uniquement pour flatter leur ego, c'est que c'est une compensation de quelque chose. Bruno a maintenant rendez-vous à l'autre bout de Paris, dans le 17e arrondissement. Il organise la promotion de son tout dernier livre, le 13e, un roman dans lequel il se glisse avec humour dans la peau de Nicolas Sarkozy. Là, on va chez mon éditeur préféré. C'est des gens que j'aime bien. Ça fait le 3e ou 4e bouquin que je fais chez eux. Voilà. Sarkozy qui m'a mordu. Alors attention, parce que tout ce que vous direz sera retenu contre vous, parce que j'ai un micro. C'est Sarko qui m'a mordu. Je t'ai ramené un livre, Sex and the Kitty. Quand je dis Mazur, là-bas à New York, quand j'ai dit Mazur, ils m'ont dit The Catman. Donc tu es surtout connu pour les chats. C'est l'heure de la revue de presse avec une bonne surprise. Heureusement qu'il y a les Belges, hein, parce que franchement, ça c'est sympa. Ah ouais, c'est truc. Pour la promotion de son livre, les journées de Bruno seront chargées. Saint-Étienne, tu pars dimanche matin, j'ai bien noté. Ouais. Bah là, cette semaine, le Move ce soir et demain, il y a les RTBF en direct. C'est bon. Midi 14, le retour. Voilà, oui, impeccable. Okay. Le dimanche, hein, c'est ça? Oui, le dimanche. Ok, merci beaucoup. Bon courage.
Salut à toutes. Direction maintenant l'Assemblée nationale. L'ancien présentateur du JT de France 2 a son émission sur la chaîne parlementaire. Mais aujourd'hui, il est en promo et se retrouve invité dans l'émission de son ancien collègue de France 2, Patrick Chêne. Bruno Mazur, moi c'est un livre et surtout un titre. C'est un tout petit peu moins chiant que Bernanos. Salut Patrick, merci beaucoup. Jette un coup d'œil, tu verras des trucs qui vont te faire marrer. Ah ouais, puis c'est une bonne révision de l'année. Désormais homme de lettres, Bruno Mazur semble être comme un poisson dans l'eau, loin de la télé et de ses plateaux. Et maintenant, la lumière se rallume sur Bruno Mazur. Bruno, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Alors, vous êtes né le 14 octobre 1947 à Lille, fils d'architecte. S'appeler Mazur et être architecte, c'est déjà un peu cocasse. Oui. Alors, vous serez scolarisé chez les curés à Saint-Pierre, de la 11e au bac philo. Et vous êtes même enfant de chœur de 8 à 14 ans et premier prix de religion. Ouais. Comme quoi, j'étais déjà le roi des faux culs. Alors donc, vous passez vos 25 premières années à Lille, licence de lettres, études de sciences économiques, et vous découvrez le journalisme grâce à un mémoire de maîtrise, une comparaison entre RTL et Europe 1. Le but du jeu, c'était de me faire embaucher. Oui. Mais comme j'étais petit provincial sans aucune connexion dans le milieu, je pensais que sans piston, on n'y arrivait pas. Oui. Donc j'ai contourné la difficulté en traînant beaucoup mes basques dans les couloirs d'Europe 1 et d'RTL. Voilà, donc vous étudiez pour savoir laquelle est la plus pro-gouvernementale, laquelle est la plus pro-USA, laquelle est la plus pro-Israël, etc. Absolument. Voilà. Mais vous n'entrez ni à RTL ni à Europe, vous entrez à RMC, Ouais. qui est la 3e radio de France. C'était sympa parce qu'à l'époque, c'était une toute petite radio, c'était une radio locale. Ouais. On travaillait dans une espèce de grenier près des Champs-Élysées, on était 14. Enfin, c'était très, très, très sympa et on faisait tout et n'importe quoi. Alors vous restez à RMC de 1973 à 1975, mais ça vous plaît pas? Après l'élection de Giscard, mes chefs qui avaient bien compris que j'étais pas un militant giscardien effréné, m'ont proposé ou la porte ou de descendre à Monaco au siège. Et après avoir hésité, je suis descendu 1 an au siège. C'était sympa parce que j'ai beaucoup amélioré mon ski et ma technique de la régate. Ouais. Mais je me suis demandé est-ce que je prends ma retraite à 28 ans ou pas. Et donc je suis remonté. Puis les vieilles dames à Monaco, c'était pas votre cam. À l'époque, non. C'est là qu'un poste qui vous correspond se libère à TF1. Où vous arrivez le 1er novembre 1975, sans avoir jamais rêvé de faire de la télévision, en fait. À l'époque, c'était pas du tout un exploit de rentrer dans une rédaction. C'était assez facile. Alors là, vous êtes journaliste politique, vous suivez le Parti socialiste, et notamment Mitterrand, de 1977 à 1984. Vous vivez l'accession au pouvoir de la gauche. Ce qui était très intéressant, c'était justement de suivre l'avant et l'après. J'ai vu la montée, le passage des apparatchiks du PS depuis leur petit bureau du PS jusqu'au lambris doré de l'Élysée. Ça, c'était tout à fait passionnant à observer d'un point de vue humain. Et vous êtes de tous les voyages du président Mitterrand. À la Cité Interdite, on a visité des salles que jamais aucun touriste ne voit. On s'est promené dans le train personnel de Mao Tse-tung. Enfin bon, on fait du tourisme vraiment très très haut de gamme. Alors, à l'été 1984, vous remplacez Jean-Claude Bourret au JT de 20h pour le week-end. Et en septembre, vous avez le job pour vous tout seul. Comme mon été s'était plutôt bien passé, ils m'ont proposé le poste et ça s'est bien passé. Et là, vous imposez ce qu'on appellera le style Mazur, c'est-à-dire d'abord l'humour, et puis aussi la hiérarchisation de l'info. Oui, vous dites qu'il y a des nouvelles qui n'empêchent pas le monde de tourner, quoi. Absolument. Ouais. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut plaisanter ou qu'on peut dire avec le sourire, et puis d'autres qui sont sérieuses. Ça a changé, ça. Oui, un peu. Alors l'humour, donc, et la décontraction, c'est-à-dire vous aviez des charentaises, ça faisait marrer tout le monde. J'ai des téléspectateurs qui m'en ont envoyé, j'en ai brodé à mon nom, par exemple. Ah ouais. Mais je suis pas fétichiste à ce point-là, c'était vraiment des cadeaux. Et là, alors qu'aucun journal vous avez jamais interrogé sur vos rapports avec Mitterrand, quand vous présentez le journal, d'un seul coup, tout le monde veut vous interviewer, quoi. Oui. Et ça, j'ai découvert la popularité, entre guillemets. C'est vrai que, comme j'ai suivi Mitterrand sur la première chaîne, à l'époque, on faisait 45% de part de marché. Ouais. Et jamais aucun journal sérieux, même Télérama, Le Monde, m'a demandé comment ça se passe. Est-ce que l'Élysée surveille ce que vous dites? Est-ce qu'il vous engueule quand vous dites des choses qui ne sont pas tout à fait dans la ligne? Et à la minute même où je me suis retrouvé à la présentation, j'ai eu 30 demandes d'interview sur le thème est-ce que vous préférez les chats, les chiens, les slips ou le caleçon, la mer ou la montagne? C'est un peu décevant quelque part. Alors là, vous devenez une star.
Oui, enfin bon, c'est le système médiatique qui fait ça, quoi, oui. Quelles ont été les réactions de votre entourage? Ma petite femme, quand je suis rentré un jour à la maison en disant il se peut qu'on me propose le 20h, elle m'a répondu ah bon, et c'est intéressant. Ah oui. Donc c'est pour vous dire ça que calme. voilà, exactement. Ouais. Non, j'ai la chance d'être entouré de gens qui sont pas du tout branchés télé et qui justement relativisent très bien toute cette pseudo-gloriole. Avec les médias, quels ont été vos rapports pendant cette période? Ce qui est compliqué, c'est que dès qu'on critique un peu, on a l'air du mauvais coucheur et c'est extrêmement pervers. Et les journalistes, d'une manière générale, sont des gens dont le métier est de critiquer les autres, les avocats, les médecins qui font des conneries, les flics, tout ça. Mais nous, on est des intouchables. Et quand on critique le travail des journalistes, on a l'air du mec qui dribble contre son camp et c'est très agaçant. C'est vrai. Vous avez gagné de l'argent? J'ai triplé mon salaire quand TF1 a été privatisé. À l'époque, donc c'était en 87, c'était en francs. Sur TF1, donc je gagnais 20 000 francs par mois quand c'était public et mon salaire est passé de 20 000 à 60 000. Mais pas plus, quoi. Voilà, pas plus, non. Et l'amour, ça vous a rapporté des conquêtes amoureuses, cette situation de présentateur du journal de TF1? Oui, non. Clairement, c'est vrai que quand on a cette notoriété, ça aide. Et je soupçonne un tout petit peu mon ami Poivre d'avoir joué les prolongations pour cette raison, essentiellement. Oui. Le meilleur moment de cette époque, ça a été quoi? C'était nettement quand je suivais Mitterrand, parce que c'est beaucoup plus excitant de ce que je fais comme reporter politique que la présentation du journal, même si c'est beaucoup plus valorisant, mais moi j'adorais ça. Enfin, moi je suis mordu par la politique, c'est vraiment ma came, donc j'ai vécu des moments tout à fait formidables, et là aussi plein de voyages, quoi. Donc, alors le moment le plus fort, c'est quand Isabelle Adjani est venue sur le plateau pour démentir la rumeur l'annonçant morte du sida. Vous dites rien n'avait été négocié. J'étais très heureux de l'avoir, mais moi je ne l'avais pas vu avant, on avait absolument rien mis au point, quoi. La preuve, c'est qu'elle s'était mise d'accord, elle ne voulait pas faire de promo, surtout pas, elle ne voulait pas mélanger les gens, et elle s'était mise d'accord avec le rédacteur en chef en disant quand j'estimerai avoir dit tout ce que j'ai à dire, je me lèverai, je lui ferai la bise et je m'en irai. Mais j'étais pas au courant, quoi. J'étais le premier surpris quand elle m'a fait la bise, c'est génial. Ça, c'était en janvier 87, et en septembre, Patrick Poivre d'Arvor débarque au journal pour prendre la semaine, vous reléguant donc au week-end. Alors évidemment, tous les deux, c'est le jour et la nuit, quoi. On ne fonctionne pas de la même façon, on n'a pas les mêmes amis, on ne fréquente pas les mêmes gens, mais bon... Alors vous le trouvez mythomane, mégalomane, vous ne supportez pas la façon dont il exhibe sa vie privée avant de le reprocher à la presse, notamment lors du décès de sa fille. Tout ça, c'est des choses qui vous choque, en fait. C'était compliqué pour moi de le dire en public parce que j'avais l'air du donneur de leçons, du mec qui était jaloux parce qu'il était plus exposé que moi, etc. Mais c'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'on doit tomber amoureux les uns des autres. Dans une boîte d'assurance, on peut détester son sous-chef. C'est pareil dans une rédaction. Il y a des gens avec qui on s'entend bien, il y a des gens avec qui on s'entend moins bien. Alors, en août 1990, vous donnez votre démission de TF1. Pourquoi? Je me sentais pas de moins en moins en adéquation avec la rédaction, quoi. La façon dont on fabriquait le journal, j'avais par moments le sentiment d'être dans un restaurant végétarien et d'être moi-même un carnivore absolu, quoi. Donc, comme mon boulot, c'était de vanter le menu, j'étais dans un restaurant où le menu me plaisait pas, quoi. C'était un peu schizophrénique. Et là, ça s'est mal passé avec Patrick Lelay. J'ai démissionné sans demander un centime. J'étais le roi des cons parce qu'il m'aurait donné de l'argent. Et donc, il y a eu une journée très, très rock'n'roll avec échange de mails par avocat. C'était pas les mails à l'époque, c'était des fax. Et parce qu'il voulait pas me laisser partir. En même temps, j'étais très flatté. Il m'a dit texto, vous êtes un élément constitutif du fonds de commerce. Donc, dans sa bouche, c'est très important. C'est très valorisant. Mais comme quoi, il est dans l'idée qu'on est un fonds de commerce et que quelque part, je faisais partie des parts de marché. Oui, c'est ça. Vous partez. En septembre 90, vous faites le 20h de France 2. Vous serez viré en 97. Alors, c'est pas une éviction politique, parce qu'à l'époque, c'était Jospin qui était Premier ministre. Donc, il n'y avait pas de problème avec vous. Bon. Non, je pense pas. Jospin m'a appelé un peu plus tard en disant « Je suis désolé de ce qui vous arrive, mais je n'ai pas voulu intervenir. » Et moi, j'ai trouvé ça très très bien. J'ai absolument voulu actionner aucune sonnette. J'aurais pu, parce que franchement, je les connaissais tous par cœur. Mais je trouvais très bien que le Premier ministre dise « Moi, j'en ai marre des politiques qui se mêlent des vies de la rédaction. C'est pas mon boulot. Je suis malheureux pour vous. Je trouve ça idiot. Mais il était hors de question pour moi que je décroche mon téléphone. » Voilà. Et j'ai trouvé ça très sain.
Alors en fait, le problème, c'était votre façon de réagir à l'info. C'est-à-dire, ça avait commencé avec la guerre du Golfe. Ouais. Vous refusiez les spéciales qui duraient des heures sans info. Ouais. Vous trouviez qu'on en faisait 10 fois trop sur la mort de Lady Di. J'ai un souvenir très malheureux de la mort de Lady Di. C'est que j'avais l'impression, et notamment Arlette Chabot, qui était ma rédactrice en chef, elle était hystérique. J'avais l'impression que c'était sa mère qui s'était tuée sous le pont de l'Alma, quoi. Et dit, du calme, c'est pas non plus... c'est une princesse d'opérette. Elle est hors circuit en Angleterre. Elle a épousé un arabe pas très recommandable. Il n'y a pas de quoi en faire des kilos. Et effectivement, on en a fait des kilos et on a fait n'importe quoi. Donc j'étais très malheureux. Mais j'étais totalement marginal, quoi. Quand je disais ça, ils me regardaient tous en disant, ce mec a une case en moins ou un chromosome en moins, quoi. Bon, voilà. Donc, après 13 ans de JT, vous avez fait le tour de la question, vous dites, je ne vais pas m'accrocher à mon siège, en gros, c'est ça, quoi. Le côté vedette, ça n'a jamais été votre came? Franchement, non. Franchement, non. C'est vrai qu'il y a des moments agréables. C'est vrai, quand vous réservez dans un restaurant qui est plein, en général, ils vous trouvent une table et vous n'êtes pas à côté des chiottes. Vous êtes invité à un tas d'événements sympas et à un tas d'émissions sympas. Non, il y a plein de côtés intéressants et valorisants. Mais franchement, moi, quand je rentrais dans un restaurant et que personne ne me connaissait, j'étais le plus heureux des hommes, parce que franchement, c'est pas mon truc. Signer des autographes toute la journée, c'est pas mon truc. En 1998, il y aura C'est pour demain, un magazine sur TF1 qui n'a eu qu'un seul numéro. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait les parts de marché. On avait fait 25%, ce qui n'était pas... Ce qui aujourd'hui serait formidable. Et j'en ai voulu beaucoup à TF1 parce qu'on avait signé pour 3 émissions. Et je trouve qu'ils ne nous ont pas laissé notre chance parce que l'émission, franchement, était bien. J'ai plein de bons souvenirs parce que je travaillais avec vraiment une équipe de production qui était très, très sympa, qui avait vraiment beaucoup bossé. Et je trouve qu'ils auraient pu nous laisser faire les 2 émissions prévues. C'était une émission qui aurait dû être en deuxième partie de soirée et pas en prime time, quoi. Donc voilà. Mais ça, c'est l'univers impitoyable de la télé. On n'a pas droit à l'erreur, quoi. Alors ensuite, on vous retrouve sur le canapé de Michel Drucker, dans Vivement dimanche prochain. Alors là, c'est difficile aussi parce que vous voulez faire une revue de presse, mais comme l'émission est enregistrée le mercredi, tout ce que vous allez dire le dimanche risque de tomber à plat. Vous faites des poèmes. J'étais un peu le cul entre 2 chaises parce que j'avais à côté Philippe Gueluc qui avait son côté non-sens, un peu absurde, le comique absurde, qui manie très très bien. Et de l'autre côté, mon copain, le psychanalyste Miller, et qui lui était dans les imprécations gauchistes, etc. Et moi, je naviguais entre les conneries et le sérieux, et j'ai jamais vraiment trouvé ma place, quoi, en fait. Alors en 2002, Michel Cotta vous propose le Trésor de France 2. Vous refusez? J'avais arrêté, j'avais pas envie de replonger dans le truc. Surtout que j'avais très bien compris que même leur idée, c'était un peu de me faire jouer le Jean-Pierre Pernaut de la 2. Et moi, c'est pas mon truc. Moi, contrairement peut-être à ce que peuvent penser beaucoup de gens, ma conception de l'info est extrêmement sérieuse. Moi, je ferais un journal style Monde diplomatique si j'avais vraiment les manettes. Donc, à la limite, il n'y aurait rien sur les faits divers. Donc, alors qu'à 13h, c'est là où il y en a le plus de faits divers, bien sûr. Vous dites c'est un milieu trop carnivore pour moi. Moi, je suis arrivé à la télé, il n'y avait que le fait d'être reconnu par son vendeur de journaux. Après, plus on était vu, plus on gagnait d'argent. Donc, effectivement, les luttes pour les postes étaient encore plus saignantes ou sanglantes. Vous n'êtes pas nostalgique alors de l'époque du journal télévisé? Non, franchement pas. Comme je suis vraiment un camé de la politique, c'est vrai que les soirées électorales, notamment, ça c'est un truc formidable parce qu'il y a une adrénaline extraordinaire. Journalistiquement, c'est passionnant parce que vous avez la moitié des gens qui font la gueule, l'autre moitié qui se marrent. Donc c'est vrai que les grandes soirées électorales, quand je les regarde de mon canapé, j'ai là un tout petit peu de nostalgie. En fait, vous êtes nostalgique de l'époque où vous suiviez Mitterrand dans ses déplacements à travers le monde, quoi. Parce que je pense que le journaliste, c'est faire du reportage, c'est bouger, c'est d'aller voir les gens. Encore une fois, présentateur, c'est vachement intéressant. Il y a beaucoup d'avantages, mais c'est du journaliste de fonctionnaire. Que vous êtes le cul sur votre chaise toute la journée et vous ne vivez l'actualité qu'à travers les dépêches d'agence, ce qui est assez réducteur. C'est parce qu'on vous prépare aussi. Moi, je me souviens, par exemple, j'étais de service le week-end de la chute du mur de Berlin. J'enviais beaucoup mes copains qui sont partis sans avoir le temps de faire leurs valises, qui sont partis à Berlin pour vivre un événement formidable. Et moi, je restais sur ma chaise à Paris. Vous avez de la rancune contre certaines personnes Non, franchement pas. Gouillou Beauchamp, parce que vous avez été viré de France 2 au moment où il était président. Voilà. J'ai pas de rancune, mais j'ai une interrogation, parce que j'ai toujours pas compris, en fait,
ce qui m'a valu mon banc de touche. Il y avait Albert Duroy aussi à l'époque. Là aussi, c'était une déception parce qu'il est arrivé il y a un mois, il venait de Télérama, enfin de journaux très sérieux, et il nous avait fait un discours que j'avais applaudi des 4 mains sur le thème, justement, maintenant, ça va être la rigueur, on va arrêter de faire du mauvais Paris Match. Et donc, est arrivé, justement, la mort de Lady Di 15 jours après, et on a fait du très mauvais Paris Match. Du très mauvais Paris Match. Ouais. Si c'était à refaire, alors, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Ce qui a suivi justement mon éviction, parce que c'est tombé pratiquement pile le jour de mes 50 ans, et c'est une date même qui vous fait gamberger quand vous n'êtes pas complètement crétin. En plus, à ce moment-là, j'avais des problèmes personnels, familiaux un peu compliqués, et donc ça faisait 3 événements en même temps, qui fait que j'ai pas bien vécu le truc. Je suis resté un peu amacéré dans mon jus, et je m'en veux maintenant de ne pas en avoir profité pour partir 6 mois, faire le tour du monde, me balader, m'aérer la tête, etc. Vous regrettez de ne pas avoir essayé de faire une autre émission, un talk show? Je regrette de ne pas avoir fait le tour des directeurs de radio, parce que moi, c'est la radio qui me passionne beaucoup plus que la télé. Je trouve que la radio est un média beaucoup plus excitant, et j'aurais dû me prendre un peu par le cou et aller voir les directeurs de radio en disant « je suis prêt, j'ai un didito, une émission, un truc un peu sympa ». Et je ne l'ai pas fait, et ils ne sont pas venus me chercher non plus, quoi. Vous ne l'avez pas fait par orgueil? Oui, parce que peut-être qu'effectivement, quelque part dans ma tête, je me disais, on va venir me chercher. Voilà. Et le seul qui est venu me chercher, c'est Michel Drucker, mais pour une émission qui, en fait, ne me correspondait pas. Tout à fait. Alors, le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, Bruno? Comme j'ai fait des poésies totalement foireuses, et plus que foireuses, ça serait quelque chose du style « Enfin, les vers se vengent ». C'est très bon, ça. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci, Bruno. J'accueille Éléonore Clarveil. Ça y est. Maman! Ça y est, je les ai, j'ai mes règles. Ma chérie. Mais c'est une tradition, on fait toujours ça aux filles. Ça donne bonne mine pour toute la vie. Mais faut pas que tu pleures. Mon boubelé, t'es une grande fille maintenant. Tout le monde en a parlé à retrouver Éléonore Clarvein en plein cœur de Paris, près du Trocadéro. Je viens tous les matins, depuis 6 ans, 365 jours par an. Il s'appelle Mati, comme mon père. En fait, c'est parce qu'il a le bout de la queue comme un pinceau. On dirait qu'il a trempé dans de la peinture. L'autre, c'est très original, Bobby. Là, il est en laisse parce qu'on est dans un jardin public. Mais sinon, il court tous les week-ends, pendant des heures. Et moi, je cours derrière. On va aller au bureau. Et je sais pas quelle heure il est, mais on est peut-être un peu en retard déjà. C'est pas ma voiture, hein, c'est la voiture des chiens. L'héroïne de Diabolomante est aujourd'hui la directrice d'une agence de mannequins. La mode, un univers qu'elle connaît bien pour avoir été elle-même modèle de 18 à 26 ans. Bonjour. Dis bonjour. Mathie, tu dis bonjour? Le café indispensable. Parce que déjà, je suis pas une flèche, alors si je bois pas de café... You want a coffee, Marina est l'une des 2 mannequins qu'Éléonore va présenter ce matin à un casting pour une marque de vêtements allemands. Maybe we go this way, there's a shortcut, because I don't like the street over there. On marche vite, hein. On a des grandes jambes, c'est les gazelles. On m'a dit petit descends de ton nuage. Toutes ces illusions ne sont que de passage. Tu t'en souviendras quand tu auras notre âge. On tient pas tous dans l'ascenseur. La boîte nègre, on tient pas tous. Are you stuck? Bonjour. Comment se passe un casting? Elles viennent. Et en général, elles changent leurs chaussures à l'entrée parce qu'elles n'ont pas marché devant le client avec des grosses bottines. Moi, j'ai fait ça longtemps, donc je connais bien.
Elles vont passer devant le client, elles vont montrer leur book. Si elles intéressent le client, ils vont lui faire essayer quelque chose pour voir si ça leur va. Éléonore nous conduit maintenant à un autre rendez-vous et celui-là lui tient particulièrement à cœur. On est un petit peu en avance parce qu'on a marché vite. L'éditeur Antoine de Beaupré conçoit un livre sur les œuvres de Matti Klarven, le père d'Éléonore, un artiste surréaliste allemand. C'est génial. Alors, je fais un livre sur les pochettes de disques de Matti Klarven, toutes les peintures qui ont été faites pour les pochettes de disques, en sachant qu'il a fait des pochettes assez importantes dans l'histoire de la musique, notamment Bitches Brew de Miles Davis, Life Evil. Dans les très célèbres, il y a celui-ci, qui est le Jimi Hendrix. Ça sera la couverture du livre. Ce beau livre sera édité à 500 exemplaires seulement. Bravo. Non, puis c'est merci à vous, à la famille, puisque... Non, mais c'est une idée formidable. Moi, j'aurais jamais eu cette idée. Jamais. Allez. Bon, au revoir Antoine. À bientôt. À très vite. Ouais. Ciao. De retour à son agence, une bonne nouvelle attend Éléonore. Les 2 mannequins de ce matin ont été retenus pour la prochaine Fashion Week. Après avoir goûté à la célébrité, il semblerait que ce soit Éléonore qui aujourd'hui pousse les autres sous les projecteurs. Et maintenant, la lumière se rallume sur Éléonore Klarven. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Vous êtes né le 31 août 1963 à Paris et votre père est le célèbre peintre Abdul Matti Klarven. Alors, il est né à Hambourg au début des années 30. Sa famille fuit le nazisme pour se réfugier dans ce qui deviendra Israël, où son père, architecte, dessinera la Knesset. Adolescent, votre père, Matti, rêve d'Hollywood et sur la route, il s'arrête à Paris, où il devient l'élève de Fernand Léger. Ensuite, il passera au surréalisme avec Salvador Dali. Et à 30 ans, il devient la coqueluche de la jet-set de New York aux Baléares, avec des portraits psychédéliques de Bardot, de Jackie Kennedy. Et il fait aussi beaucoup de pochettes de disques, dont celle d'Hendrix. Et Santana, Abraxas. Très bien aussi, ouais. Et votre mère, peintre aussi, oui. Sophie Bollac, élève de Chagall, qui a fait sa première expo à l'âge de 13 ans. Précoce. Oui. Comme vous, à 12 ans, vous décidez que vous voulez faire du cinéma, vous en parlez à la maison, et votre mère donne votre photo à une amie agent qui la donne à Diane Curis, qui cherche une actrice pour son film Diabolomante, voilà. Alors elle vous contacte à Majorque, où vous êtes, j'imagine, avec vos parents. Ouais. Elle vous demande de revenir à Paris un 1er août, et vous, ça vous plaît pas du tout. Quand on a 14 ans, on a envie d'être en vacances, on n'a pas envie de faire autre chose. Ouais. Mais je suis revenue à Paris. Vous êtes revenu quand même. Je suis revenue 2 jours. Et elle vous choisit. Et j'ai fait un bout d'essai, je suis retournée en vacances et on m'a appelée pour me dire que j'étais prise pour le tournage et qu'il fallait que je revienne à Paris. Vous êtes contente quand même? Non, j'étais contente, mais bon, c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte, on ne se rend pas compte, quoi. Ouais. Alors vous devenez Anne Weber, donc l'héroïne du film Diabolomante, collégienne du début des années 60, qui fait son apprentissage de la vie entre sa sœur aînée, ses parents divorcés, ses copines de classe, son premier flirt, enfin voilà. Énorme succès. Ça a marqué toute une époque. On était partis pour tourner un petit film français. Ouais. Et j'avais même refusé un rôle avec Alain Delon pour faire Diabolomante, parce que j'avais promis à Diane elle m'avait dit promets-moi que tu reviens pour mon film. J'ai dit je te le promets, comme j'ai qu'une parole. Ouais. Et juste après, j'ai fait un casting pour c'était Attention les enfants regardent, je sais pas quoi. Et ils m'ont tous dit mais t'es folle, tu refuses un film avec Alain Delon, etc. Je dis ouais, j'ai fait une promesse. Ouais. Et je suis revenue faire, donc pour moi c'était, enfin j'avais perdu au champ, je faisais juste un petit film français, et puis voilà. Et puis bon. Quand le film sort, donc en 1977, vous devenez célèbre à 14 ans, c'est arrivé d'un seul coup? D'un seul coup. C'était comme un raz-de-marée. Quelles ont été les réactions dans votre entourage? Moi je suis d'une famille d'artistes, donc tout le monde trouvait ça normal, ça aurait été beaucoup plus étrange que je fasse médecine. Donc, voilà, non, pas de réaction, on m'a laissé faire, puis on m'a trop laissé faire. Enfin, personne ne m'a donné de conseils. Ouais. Donc je me suis retrouvée un peu jetée dans la jungle. Ouais. Avec les médias, comment ça s'est passé? Je ne pouvais pas bouger une oreille sans que ça soit écrit dans le journal le lendemain. Ouais. Donc voilà. Vous avez gagné de l'argent pour faire ce film? Non. Combien? Non, j'ai gagné 10 000 francs à l'époque.
C'est tout ce que ça vous a rapporté, J'ai mis 1200 €, même pas. Ouais, c'est ça. C'est tout. Ouais, c'est tout. Et sur le plan amoureux, ça vous a aidé? Je n'avais pas vraiment besoin de ça. Les personnes qui m'ont aimé n'avaient jamais vu Diabolomante. Ouais, ouais. Quel était le meilleur moment de toute cette époque? Les boîtes de nuit, parce qu'on pouvait rentrer, enfin moi je rentrais sans problème, j'emmenais mon chien, j'emmenais mes copines, j'avais des tables partout, au restaurant, donc c'était très festif. Et le pire moment? C'était dans les cours de récréation, avec les filles qui parlent entre elles, qui ne vous parlent pas, les profs qui vous disent Claire Vine, c'est pas la peine de faire du cinéma en classe, vraiment. Les garçons qui essaient de vous draguer juste... parce que voilà, vous êtes la petite... Starfucker. Voilà. Mais bon, c'est pas... Alors à l'époque, vous êtes très star, mais vous êtes archi fauché, et vous vendez des glaces parce que les gens, en fait, en profitent pour vous demander des autographes, quoi. J'étais très connue à 15 ans, entre 15 et 16, archi connue, mais j'avais pas d'argent, forcément, puisque tout était bloqué à la Caisse des dépôts et consignations. Jusqu'à mes 18 ans, enfin tout le peu qu'il y avait. Et donc voilà, il est obligé de prendre le métro avec des lunettes noires. J'avais pas de voiture, je pouvais pas conduire, pas 18 ans, pas de chauffeur. Obligé de gagner ma vie, de payer mon loyer. Donc, en vendant des glaces. En vendant des glaces. Puis vous dites la gloire, c'est pas toujours marrant parce que les gens vous dévisageaient, la pression était assez insupportable, évidemment, pour vous. Et après avoir redoublé votre seconde, vous arrêtez vos études. J'ai arrêté pendant 1 an. Ouais. Après, vous ferez encore 3 films, 2 avec Annie Girardot, que vous avez revu ensuite. Vous avez créé une relation amicale avec elle. C'était vraiment une femme formidable. J'étais très triste d'apprendre sa mort. Ouais. C'est pas comme Diane Curie, vous l'avez pas revue une fois en 30 ans, je crois. Oui, je l'ai revue il y a pas longtemps, enfin il y a 2 ans. Ouais. Une fois. Et pourquoi vous l'avez pas revue? Elle n'a pas cherché à me revoir, et puis moi non plus. Et là, votre carrière de jeune actrice est stoppée net par votre croissance subite. C'est-à-dire que vous passez d'1m60 à 1m80, quoi. Là, il n'y a rien à faire contre ça. Hein. J'ai pris 18 cm en 2 ans. J'ai poussé comme un garçon. C'est fou. Alors vous dites trop jeune pour jouer les épouses, trop boudeuse pour les comédies, pas assez pulpeuse pour faire 37,2 le matin. Alors là, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, c'était le casting de la vache qui rit. Trop grande, trop petite, trop maigre, trop grosse. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Mais bon, j'ai bien fait de prendre 18 cm, ça m'a aidé par la suite. Alors en revanche, vous êtes très présente sur la scène de la nuit. Hein, c'est l'époque l'Élysée-Matignon, le Bus Palladium, le Palace. C'est notre époque. Ouais. Vous en êtes payé, là. Oh ben là, c'était génial. C'était vraiment la meilleure époque pour les boîtes de nuit. Vous avez fait des folies? Non, j'ai pas fait de folie. Moi, j'aimais danser. Donc, je sortais avec mes copines, on prenait le dernier métro, on allait danser et on rentrait par le premier métro à 6h. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'on était toujours aussi fauchés. Non, c'était bien. Et puis, au bout de l'année de boîte de nuit, mon père a dit stop. Ah, quand même. Il est arrivé, il a dit je t'ai inscrit dans une école, tu rentres à l'école en septembre. Je dis mais je vais jamais y arriver. J'ai fait un an. Je redoublais ma seconde AB3, qui est une seconde sténodactylo, quand même, il faut le savoir, avec le cache sur les mains. Et j'y suis allée quand même. Je suis allée au rendez-vous chez le directeur. Et je suis arrivée en tailleur marron, très maquillée, avec des talons très hauts, en me disant il va jamais me prendre parce qu'il va me prendre pour une folle. Et je suis rentrée dans son bureau et il m'a dit. C'est un vieux monsieur extraordinaire qui m'a dit « Mademoiselle Claire Vine, je pense que vous avez la maturité nécessaire pour entrer directement en première. » Ah oui. Et voilà, je suis rentrée en première. Et donc finalement, vous serez sauvé par votre grande taille, vous deviendrez mannequin. Voilà, comme quoi finalement, à toute chose malheur est bon, notamment pour Saint-Laurent et puis d'autres évidemment. Donc voilà, donc d'un seul coup finalement, ça s'est retourné, quoi. Bah oui, j'ai eu de la chance dans mon malheur, on va dire. 2 fois de suite. Ouais. Alors vous restez dans le milieu de la mode, hein, vous finirez par diriger des agences de mannequins, ce que vous faites toujours, non? J'ai commencé comme employée à faire les cafés et les photocopies, comme tout le monde. Et puis maintenant, j'ai ma propre agence. Vous êtes nostalgique de l'époque de Diabolomante? Non, j'ai pas de nostalgie en général. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le présent et dans le futur. J'adore les albums photos, mais je suis pas une nostalgique. Ce qui est fait est fait, voilà. Vous le regardez, le film, de temps en temps? Non. Je connais pas. Vous l'avez jamais revu? Non. Si, je l'ai revu, mais
Ça date d'il y a 34 ans quand même. Bah oui. Donc, on s'en souvient encore, la preuve. Et tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, depuis 34 ans, on me demande si c'est moi qui ai joué dans Diabolo Monte. Donc, oui, je connais bien le film. On me sort les répliques, on me dit « Ah, belle plage ». Vous avez de la rancune contre les gens? Je peux être un peu rancunière. Jeanne Curis, par exemple, vous lui en voulez? Non, je pense qu'elle était aussi assez jeune à l'époque. J'en veux pas de ne pas m'avoir recontactée. J'en veux de m'avoir recontactée dans un but bien précis. Et comme j'ai refusé, après, j'en ai plus entendu parler. Quoi, pour faire la suite? Pour le DVD, pour la sortie du DVD. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil aujourd'hui? Pas grand-chose. Ouais. Non, j'ai apprécié chaque moment de mon existence. Je pense l'avoir bien vécu. Avec une sorte de sagesse, d'intelligence, enfin sans prétention, je pense qu'on est bien sorti. Et de toute façon, je ne suis pas persuadée que le cinéma, c'est pour moi, parce que je suis quelqu'un d'assez timide. Donc, oui, c'est ça l'histoire. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir fait une carrière au cinéma après les films avec Camille Girardot? Je ne suis pas sûre que j'aurais été une bonne actrice. Ouais. J'ai pas assez souffert. J'ai eu trop de chance dans mon existence. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Et le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? NPAI, elle n'habite plus l'adresse indiquée. Ouais. Ou cette boîte est vide, parce que j'ai pas envie de me faire enterrer. Ah d'accord, ben voilà, cette boîte est vide, c'est très bien. Merci Éléonore, je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, merci. J'accueille Mouna Ayoub. Si vous étiez pauvre, est-ce que vous auriez une montre comme ça d'abord? C'est magnifique votre montre, la faites voir. Là, il y en a deux là. Ah, cachez-la. Non, cachez-la. J'en prie, ça va énerver Arlette et Olivier. Ça, franchement. Mais il y en a un pour elle, une pour elle. Tout se passait bien jusqu'à vous rendez compte. Elle veut acheter l'extrême gauche, t'as vu? C'est 3 ans de salaire, ça. Non, 30 ans, Thierry, c'est du vrai. Ça vaut quoi? 3 ans de salaire, 4 ans de salaire, non? Bah, je peux vous dire en euros toujours. Vas-y. En euros, c'est 6 900 €. Ça dépend des pierres. 40 000 balles. Fais voir, non, mais. Laurent. Tu veux l'hiver ou l'été? L'été. L'été. Bien. Donc, si vous étiez pauvre, vous auriez une montre comme ça quand même. Vous économiseriez pendant 10 ans pour vous acheter une montre comme ça, Mouna? Il me faut bien sûr savoir le temps. Hein. Ouais. Donc, enlève-lui, Laurent. Je crois que tu sais. Laurent fait ça très bien. Je suis un cutter, hein, je suis Il a fait ça dans le métro pendant des années. Merci. Ouais. Ça va, c'est sobre. J'ai eu peur que ce soit trop. Ah, tu rends la montre? Bah oui. C'est bien, Laurent. Merci. C'est bien, Laurent. J'ai eu le temps de changer les brillants, j'ai mis de la pacotille, mais le temps qu'elle s'en rende compte. Tout le monde en a parlé à retrouver Mouna Ayoub à Paris, dans l'un des palaces qu'elle affectionne le plus. La femme d'affaires libanaise, amie des grands couturiers et ex-propriétaire du Fosséa, est en transit pour la journée. Rendez-vous est donné dans sa suite en compagnie de son coiffeur et de sa maquilleuse personnelle. Je la maquille à peu près depuis 10 ans. Je voyage beaucoup avec elle, dans toujours des bonnes conditions. Elle ne fait jamais de différence, on se tutoie depuis toujours. Et vraiment, c'est très agréable. Mouna, plus radieuse que jamais, profite de son passage éclair à Paris pour déjeuner avec une amie, une complice de longue date, Claudie Ossard, la productrice de cinéma à qui l'on doit notamment 37,2 le matin ou Amélie Poulain. Chérie, à ta santé. Un euro de quoi? Mouna, je la retrouve aujourd'hui, je ne l'ai pas vue depuis 5 ans. Ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est une personne d'une grande générosité. Je trouve qu'elle a un cœur formidable, elle aime ses amis, elle est fidèle. Et c'est quelqu'un de très touchant. Et en plus, c'est une cinéphile. Parce qu'on s'est connus en fait au festival de Deauville, tu te rappelles? Ah oui. Donc j'aime beaucoup ça chez toi aussi, c'est ce goût du cinéma. Ça, j'ai pensé. Pili, encore, elle est perdue. Mais c'était pas prévu, il n'y avait que... À bientôt, Mouna. À bientôt. Bonne journée. On a un déjeuner fabuleux. I know you don't want the show. Bien évidemment, à Paris, l'après-midi sera consacré à la mode, l'une des passions de la milliardaire. Regardez ce que Armand m'apporte de son jardin. Bonsoir, Mouna. Bonsoir. Nous allons rue Saint-Honoré. Ah, qu'est-ce que c'est? Si c'est de la musique techno, on n'en veut pas. S'il vous plaît. Vous proposez du jazz? Non, surtout peut-être un peu de R&B.
Depuis son divorce, Mouna n'hésite plus à affirmer ses goûts, résolument branchés. Mouna a ses entrées partout dans le monde. Et cet après-midi, dans cette boutique des quartiers chics de Paris, on lui présente en exclusivité un nouveau parfum. C'est comme ça qu'on fait, non? Vous l'avez vu ce film? Ça s'appelle Le Parfum. C'est un film, autant il était très doué pour les parfums, il sentait les femmes, il reconnaissait l'odeur de la femme, il adorait ça. Mais il était doué aussi pour faire des parfums, mais il ne pouvait pas fabriquer un parfum sans le parfum du corps d'une femme. On peut regarder les lunettes 2 secondes? Good. So you like them? Des grises, vous n'en avez pas. Parce que là, ça, c'est une jolie couleur parce que c'est un dégradé d'une couleur un peu bison et c'est très joli porté. Je les aime beaucoup sur vous. Et Mouna de se révéler sensible et attentionnée en faisant preuve de générosité pour son entourage. Je les offre. Mais si, tiens, prends-les. Mais prends-les. Tu as passé toute la journée debout, alors. Try one pair. Avec Malika, on a un compte ouvert. Hein. Merci, c'est pour cette jolie création. Attendue à l'aéroport, Mouna Ayoub nous quitte sans oublier les convenances. Merci beaucoup. Plus discrète dans les magazines, Mouna la divorcée en or pourrait bien avoir gagné en sérénité. Et maintenant, la lumière se rallume sur Mouna Ayoub. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Merci. Alors Mouna, vous êtes née le 25 février 1957 au Koweït, où votre père, entrepreneur libanais, était parti faire fortune. Votre mère était infirmière. Alors vous avez une enfance ballottée entre le désert koweïtien, où votre père dirige une société de construction, et l'internat des Sœurs de l'Ordre Antonin dans la montagne libanaise. Alors vous aviez un petit uniforme, jupe bleu marine, chasuble beige, et vous rêvez déjà en admirant les mannequins qui s'étalent sur les pages des magazines parisiens. Rêve de petite fille. Mon premier rêve. Ouais. Celui de ma mère aussi, parce qu'elle aimait beaucoup les vêtements et la couture. Ouais. C'est elle qui m'a appris à aimer les vêtements, puisque j'étais un peu garçon manqué. Et je jouais beaucoup avec les garçons. Ouais. Montais aux bicyclettes et je me battais beaucoup. Ouais. Pour mes sœurs qui ne savaient pas beaucoup se battre. Côté homme, votre méfiance viendra assez tôt, parce que votre mère, donc ex-infirmière qui est devenue gérante d'une supérette, est victime d'un mari volage. Et à 9 ans, vous assistez à une scène assez traumatisante quand la maîtresse de votre père s'ouvre les veines et votre mère est obligée de la soigner. J'ai entendu donc ces cris absolument horribles qui venaient de la salle de bain. Elle s'était enfermée là-bas, elle s'était ouvert les veines avec une glace. Ouais. Et je l'ai appelée. Elle est venue elle-même la soigner. Ouais. Je ne l'ai jamais oublié, mais en même temps, c'est là où j'ai compris que ma mère était une sainte. Et qu'il fallait se méfier des hommes. Alors, enfance et adolescence heureuse, qui bascule brutalement en 1975, quand vous avez 18 ans. C'est l'époque des premiers tirs de roquettes au Liban. C'est le début de la guerre. C'était un départ un peu bousculé, parce que ma mère ne voulait... J'étais la dernière à obtenir le baccalauréat français, parce que les écoles devaient absolument fermer. Je l'ai obtenu avec mention, et il fallait partir de la région chrétienne. Ah oui. Avec un chauffeur musulman. Et vous partez dans le coffre d'une Volkswagen. Oui. Alors, vous arrivez à Marseille, et là, vous inscrivez en Sciences Po à Aix, puis vous allez à Paris, et là, vous habitez dans une chambre de bonne rue Pierre Charon. Alors, la journée, vous êtes en cours à l'université de Tolbiac, et le soir, vous êtes serveuse dans un restaurant qui s'appelle Le Beyrouth, un restaurant libanais à Paris. Et là, un jour, un Saoudien de 20 ans, votre aîné, grosses lunettes, grosse moustache, tombe amoureux de vous. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait là tous les soirs. Ouais. Et donc je suis allée me renseigner auprès de la propriétaire, Madame Saad. Je me rappelle très bien de son nom, Raymond Saad. Et puis elle m'a dit, mais
idiote, tu ne vois pas qu'il est fou amoureux de toi. À cette époque, cet homme n'est pas encore milliardaire, mais il a déjà gagné la confiance du roi Khaled en construisant un complexe hôtelier de 400 chambres près de la Mecque en un temps record, parce qu'il a fait venir tous les matériaux par avion dans la montagne saoudienne. Donc il a acquis la confiance évidemment du roi d'Arabie Saoudite et il a le titre d'ingénieur de la cour d'Arabie Saoudite. À cette époque, il n'y avait pas encore d'ingénieurs saoudiens. Tous les ingénieurs venaient du Liban, de Palestine. Ouais, voilà. Vous avez 19 ans, il en a le double. Vous vous mariez à Londres le 1er février 1979 et pour l'occasion, vous portez votre première robe de haute couture, tailleur blanc cassé en gui pur de Jean-Louis Scherer. Alors là, ça y est, là c'est un... Le rêve qui se réalise. Ma mère était avec moi, c'est elle qui l'avait choisi. C'était un mariage un peu bizarre pour nous, parce que c'était un mariage à l'ambassade avec des témoins musulmans qui étaient choisis par lui-même. Moi, je devais suivre un peu une cérémonie, signer des papiers, un texte que je comprenais à peine. Et voilà, donc j'ai suivi. Mais avant les noces, vous avez dû vous convertir à l'islam. Alors vous pensez au départ que c'est une simple formalité, mais quand vous arrivez en Arabie Saoudite, dans l'avion, avant d'atterrir, votre mari vous tend un épais voile noir et une abaya, c'est-à-dire ce long manteau noir que portent les femmes en Arabie Saoudite. Et si elles n'ont pas ce manteau, de toute façon, elles n'ont pas le droit de sortir. Voilà. Je ne pouvais pas descendre de l'avion avant de me couvrir. J'avais vu ça au Koweït avant. Mais en tant que Libanaise, je ne pensais pas que c'était une nécessité pour moi. Je pensais que c'était une nécessité pour les Saoudiennes. Et ben non. Je suis descendue pour la première fois. Il me tenait la main et j'y suis arrivée avec son aide. En plus, c'était la nuit. J'y suis arrivée. Alors, ce que vous ne savez pas à l'époque, c'est que vous allez vivre 15 ans dans cette prison de tissu. Et là, vous constatez la condition de la femme en Arabie Saoudite, c'est-à-dire combler les besoins sexuels de son mari et procréer. Et si au bout de 2 ans, la femme n'a pas d'enfant, ben elle est répudiée. Hein, je ne le savais pas non plus. Hein. Je ne savais rien de tout cela. Ben oui, quand vous prenez conscience de ça, vous qui êtes libanaise, catholique, éduquée, ça a dû quand même vous faire un choc. J'aimais mon mari, j'aimais beaucoup mon mari, donc ce choc, je l'ai vécu au départ comme un choc amoureux, vous voyez, j'aimais beaucoup, beaucoup. Alors commence votre réclusion dorée dans un palais de 30 000 mètres carrés, avec des dizaines de domestiques philippins, un petit train pour aller d'un bâtiment à l'autre. Mais votre caractère extraverti se heurte sans arrêt à la loi islamique. Pas question de se promener seul dans la rue. Pas question de parler à un homme, de conduire, et même de toucher les achats. C'est-à-dire, si vous sortez la main pour toucher ce que vous allez acheter, vous avez la police religieuse qui vous donne des petits coups de bâton sur la main, quoi. Vous pouvez toucher les achats, mais il faut garder votre gant noir. Si vous enlevez votre gant noir et vous montrez votre peau, c'est à ce moment-là que la police vous bat avec un bâton. Il ne faut pas montrer votre peau. Et moi, j'ai fait l'erreur de sortir mon gant parce que je n'arrivais pas à sentir la matière. Je ne savais pas que c'était interdit. Alors, les seuls échappatoires à cette vie, c'est d'abord les croisières sur le yacht, le Princesse Mouna, 105 mètres de long, 70 hommes d'équipage, une piscine, dont une des parois est un aquarium tropical. Voilà, très bien. Et puis aussi les escapades à Paris en jet privé pour aller essayer une robe chez Dior. Les escapades à Paris pour acheter d'ailleurs une collection entière parce que ça ne servait à rien de les essayer puisque je ne pouvais pas mettre les robes. Et je ne pouvais pas même rester plus de 24 heures ou 48 heures à Paris sans lui. S'il n'était pas là, il fallait tout de suite arriver et repartir. Je pouvais voir la collection en privé et repartir. Et puis il y avait les enfants. Et c'est là que le 1er mars 1982, vous dites le pire jour de ma vie, on découvre que votre fils est atteint de la leucémie. Vous l'accompagnez à Memphis, Tennessee, aux États-Unis pour un traitement médical. Et voilà, en vous gavant de pop-corn devant MTV, en regardant Madonna, vous découvrez l'Amérique et la liberté. Je découvre une autre vie complètement différente de la nôtre, d'un pensionnat
au Liban, un pensionnat saoudien, et puis voilà l'Amérique qui s'ouvre devant moi, Madonna qui se... Et c'est là que je découvre vraiment une autre vie. Là, vous avez quand même une petite aventure avec un acteur d'Hollywood. Oui. Je tombe amoureuse d'un homme qui donnait des leçons d'aérobic, parce qu'il fallait absolument faire l'aérobic, comme tout le monde, parce que c'était les années aérobiques, oui. Ouais. Et je voulais absolument partir avec lui, et je pars avec lui. Et bon, ben, c'était vraiment pas une bonne chose. Non. Alors quand vous rentrez, évidemment, en Arabie Saoudite, c'est terrible. Vous êtes une espèce de Madame Bovary, quoi. C'est-à-dire que vous rêvez du monde extérieur, vous prenez du Prozac, vous faites une dépression, faites une tentative de suicide, parce que la situation, évidemment, est insupportable après les États-Unis. Et ce qui est pire, c'est que quand votre mari n'est pas là, c'est votre fils qui doit signer votre autorisation de sortie du territoire. Absolument. Ouais. Parce que je n'ai pas de père qui vit en Arabie Saoudite. Je n'ai pas de tuteur. Ouais. C'est mon seul tuteur, c'est mon fils. C'est fou. Alors, heureusement, paradoxalement, l'islam n'interdit pas le commerce aux femmes. Tout est interdit, sauf ça. Alors, vous pensez d'abord à faire un centre de remise en forme, un peu pour devenir la Jane Fonda de l'Arabie Saoudite. Et finalement, vous décidez de revendre ce que votre mari vous rapporte de ses voyages en Occident. Des télévisions, des frigidaires, des ordinateurs, des bijoux. Vous créez dans votre garage une espèce de caverne d'Ali Baba où vous vendez aux gens des produits de l'Occident. Voilà. Vous gagnez plein d'argent en faisant ça. Oui, beaucoup. Ouais. J'ouvre un compte en banque, dans une banque qui se trouvait au quartier diplomatique. Et je commence à faire du commerce personnel. Ouais. Et on appelle ça du garage sale en Amérique. Je mettais tout l'argent et j'ai fait une fortune de cette manière. Oui, parce qu'après, vous placez l'argent, évidemment, à la bourse, dans l'immobilier, et voilà. Dès que Coca-Cola a ouvert, par exemple, une usine là-bas, j'ai placé beaucoup d'argent dans les actions de Coca-Cola. Ben voilà. Je les ai revendues après, j'ai fait énormément d'argent. Ben beaucoup de bénéfices. Les gens ne comprennent pas ça, mais... Voilà, alors les là, hommes surtout. c'est très schizophrénique parce que quand vous êtes en Occident, vous avez une vie mondaine, vous fréquentez des chanteurs, des acteurs, beaucoup de créateurs de mode, vous êtes fascinés par la mode. Et puis voilà, puis quand vous êtes là-bas, évidemment, c'est beaucoup moins drôle. Alors votre mari, à un moment, en a marre. Il est lassé par vos frasques, il vous répudie. Alors, on ne va pas faire tous les divorces, parce que vous vous remettez ensemble, un jour vous vous retrouvez pour une nuit d'amour, enfin, voilà, vous aimiez beaucoup tous les deux, en fait. S'il n'y avait pas eu l'Arabie Saoudite, peut-être que vous serez toujours mariés avec lui. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Et 3 divorces plus tard, vous vous séparez définitivement, et il vous laisse une fortune aussi. Donc, ce que vous avez gagné, vous, plus ce qu'il vous laisse, vous vous retrouvez à la tête de pas mal d'argent. Alors, votre premier coup d'éclat après, c'est de racheter le Fosséa. Eh oui. Et voilà. Alors là, ça, quand même, ça coûte pas mal d'argent à racheter, à rénover. Et vous vendez le Star of Africa, le plus gros diamant jaune du monde. Oui. Alors, ça vous aide, évidemment. Bien sûr. Alors même si Bernard Tapie a dit la différence entre Mouna Ayoub et moi, c'est que moi, j'ai rendu le Fosséa célèbre et elle, c'est le Fosséa qui l'a rendu célèbre. Vous en foutez, en fait, vous devenez une star, vous êtes invité dans les talk-shows à télévision, vous êtes femme d'affaires, vous êtes mécène de la haute couture, une espèce de reine de la jet set, à ce moment-là. Ça a été assez rapide, votre célébrité, finalement. Très, très célèbre, mais ça ne m'a pas changé. Je suis restée la même personne. D'ailleurs, ça a étonné beaucoup de personnes autour de moi. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage, vos parents, par exemple, quand vous êtes devenue une reine du tout Paris? Comment ils ont réagi? Bon, ma sœur aînée n'aime pas du tout ça. Ouais. Elle n'aime pas du tout ça. Elle me dit, tu t'exposes trop, tu parles trop, il faudrait que tu te calmes un peu. Les enfants, c'est comme ils ne vivent pas en France, ça les affecte pas trop. Je suis quand même restée la maman qu'ils ont connue depuis qu'ils étaient petits. Donc même si, quand je viens un peu en France, je m'occupe du Fosséa, je m'occupe d'eux. Donc ils n'ont pas tellement connu la différence. Ouais. Donc j'ai toujours vécu cette double vie, vous savez. Je me demande si j'ai pas deux personnalités. Vous êtes un peu schizophrène, oui. Alors, vos relations avec les médias ont été plutôt bonnes, hein Toujours bonnes.
toujours été un peu la chouchoute des médias. Oui, j'avais dit un jour, je préfère parler à un journaliste qu'à un psychiatre parce que ça ne coûte aucun sou. Absolument, c'est le même résultat. Sur le plan amoureux, vous êtes très jolie, vous aviez beaucoup d'argent. Ça a dû attirer beaucoup de garçons quand même, non? Oui. Oui. La vérité. La vérité. La vérité, oui. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque, Mouna? Quand on m'a annoncé que mon fils est guéri. Ah oui. Qu'il est guéri. Ouais. Et le pire moment? Quand on m'a annoncé qu'il était malade. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque où on vous voyait partout, vous étiez très mondaine? Non. Non. Du tout. Si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je n'ai rien à changer sauf ne pas sortir avec Dédé. Le propriétaire d'hôtel? Oui. D'accord. Mais pourquoi vous regrettez? Ça s'est mal passé? Ben, c'était vraiment une perte de temps que j'aurais pu investir dans d'autres choses beaucoup plus positives. Une affaire de charité, par exemple, et du temps que j'aurais pu investir dans mes enfants. Donc c'est tout ce que vous regrettez, en fait, de toute votre vie? Je pense que oui. Oui, comme les petits Mouna, j'espère que ce sera le plus tard possible, mais le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Pour mes enfants que j'aime, rappelez-vous de moi. Je vous ai beaucoup aimé plus que tout au monde. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Mouna. J'étais très heureuse de vous revoir, Thierry. Eh oui. J'accueille Bernard Gollet. Bonjour, il est 14h30, voilà près d'une heure et demie maintenant que vos appels sont reçus à SVP et que Roger Lago établit bien entendu vos classements. Nous ferons d'ailleurs le point sur les différents genres d'émissions que vous avez choisis vers 15h45, mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée de super finale. C'est super finale du Challenge Parade pour lequel nous accueillons bien sûr 6 chanteurs que vous avez vous-même sélectionnés au cours des semaines précédentes. Vous avez encore 1 heure, et je tiens à vous le préciser, pour les classer. Tout le monde en a parlé à retrouver le journaliste et présentateur Bernard Gollet dans son appartement de Ville d'Avray, à quelques kilomètres de Paris, en pleine campagne. Alors, le petit café, devant la forêt, on respire, voilà, et j'en profite pour faire un peu la presse que j'ai en retard, voilà. Donc les magazines essentiellement, et ça dure quelques minutes comme ça, paisiblement. Un point de vue que Bernard partage avec sa femme Delphine et leur chien Totos. Bob, le frère, salut, ça va? Bob, le petit frère, sera également de la partie ce matin. On a 1 an d'écart, c'est pas énorme, hein. Pourtant, on dirait l'inverse, hein. Adepte de sensations fortes, Bernard Gollet va suivre un cours particulier pour le moins original. Il s'entraîne à la voltige aérienne. Parce que je suis issu d'une famille de pilotes, déjà au départ. Et donc j'ai passé mon brevet de pilote, avec mon frère d'ailleurs, j'ai passé le brevet de pilote, je sais pas, j'avais pas 18 ans. Direction l'aérodrome de la Ferté-Alais, toujours en banlieue parisienne. Voilà le lieu du délit, là-haut. C'est une passion, j'en fais régulièrement. Voilà ce qu'on peut dire, plus que souvent, j'en fais régulièrement. À quelques minutes du décollage, Bernard retrouve son pilote instructeur. Et le joujou de Bernard, c'est ce biplace rutilant. Sécurité oblige, c'est le parachute bien accroché que Bernard s'installe aux commandes de l'avion. Top décollage, c'est parti pour 1 heure de folie. Looping, tonneau, piquet, Bernard nous sort le grand jeu. En guise de dédicace, il nous offre un cœur de fumée et du coup on se dit que Bernard Gollet est un brin flambeur.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'amuse. Super. Le poignet là-haut, hein. J'y suis. Il se couvre. Après l'ivresse des airs, direction le bureau. Voilà, on fait du bien, ouais. Direction la direction de montage. L'agence. Direction, je sais même plus où j'en suis. Hop là. Bonjour Valérie. Bonjour Gersandre. Allez, hop. Et ça, c'est mon bureau. Voilà, avec les diplômes, enfin des trucs de vieux, quoi, voilà. Il y a quelques années, l'ancien animateur a créé son agence de presse. Il travaille désormais au service de grandes entreprises. Je profite un peu de l'expérience que j'ai eue du journalisme et des méthodes que les journalistes utilisent et que la presse utilise, en tout cas les rédactions. Et c'est vrai que pour se documenter, pour réécrire les choses, pour clarifier un peu les discours, etc., cette profession-là aide beaucoup. Bernard est la plume des patrons du CAC 40. Fini la déontologie et l'indépendance du service public. En retard, mais enfin quand même, on ne sait jamais, il peut y avoir de la circulation. Donc allez hop, en avant. Cet après-midi, c'est pour un célèbre fabricant de soda qu'il doit intervenir. En quittant les plateaux télé, Bernard Gollet a réussi sa reconversion. Il est devenu un communicant renommé. J'y vais. Et maintenant, la lumière se rallume sur Bernard Gollet. Bernard, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Bonjour. Alors, vous êtes né le 24 mai 1944 à Londres, père pilote de la RAF, dans les forces françaises libres. Exact. Et votre mère aussi, elle s'était engagée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et dans la marine. Alors, ils se rencontrent tous les deux à Londres et voilà, ils font le petit Bernard Gollet. Voilà. Après la libération, votre père est instructeur au Maroc. Oui, c'est ça. Il est passé par Cognac, puis ensuite au Maroc. Oui. Retour à Londres, après. Retour à Londres comme pilote dans l'ARF, à nouveau. Jusqu'en 1953, à peu de choses près. Voilà, en 1953, la famille rentre en France. Votre père est nommé pilote d'essai au centre de Brétigny-sur-Orge. Vous faites vos études, on peut dire, en dilettante. Oui, j'ai poursuivi mes études sans jamais les rattraper. Heureusement, vous êtes doué. Et pendant la période où vous êtes étudiant, vous faites plein de petits boulots, livreur, pompiste. Et c'est comme ça que vous débutez à France Inter. Par hasard. Oui, par hasard. Il y avait un service à France Inter qui s'appelait Inter-Service Route, dont l'objectif était de répondre en fait aux auditeurs sur l'état des routes. Donc il y avait un standard, et au standard, il y avait une kyrielle d'étudiants. Gérard Klein en faisait partie. Et, il y avait Foulquier, il y avait Mourouzi. Oui. Incroyable quand même. C'est un vivier, ce c'est fou, Inter-Service Route. Et alors, vous complétez ces vacations par des permanences au service des sports télévisés. Et c'est en 1965 que Roland Dordain, grand patron de la radio française, évidemment, vous convainc de vous consacrer aux médias, voilà. Et c'est 3 ans plus tard, en 68, que vous allez vraiment devenir journaliste. À l'époque, vous gérez le planning des caméramans au service des sports, et Raymond Marcillac constate quand même qu'à cause de mai 68, il y a eu des défections chez les journalistes. C'était un foutoir général, aussi bien au journal télévisé d'ailleurs qu'au service des sports, enfin voilà. Et donc Marcillac, à un moment donné, descend. Je me souviens, c'était entre le premier et le 2e étage, il y a une espèce de casse-mat à Cognac-Jet. Et il me dit, voilà, vous voulez être journaliste ou réalisateur? Donnez-moi la réponse avant midi. Donc je suis monté. Et voilà. 3 jours après, vous êtes en plateau pour le journal de 13h quand même. Ça allait vite à l'époque, hein. Très. C'est une époque bénie. Ça laissait pas le temps de penser comme ça. Alors après quelques années de journal télévisé, de reportages, de magazines, en 73, Guy Lux vous demande si vous êtes intéressé par une nouvelle émission et vous faites des essais dans la cabine speakerine. C'était assez étroit, hein, où les speakerines faisaient leurs interventions dans une petite cabine. Et donc, on appelle ça un casting aujourd'hui. Et Guy Lux organise un casting auquel je souscris complètement. Et puis j'ai appris, par lui et Jacqueline Baudrier, qui était la responsable de la chaîne à l'époque, qu'en fait j'avais été choisi pour l'émission. Oui. Alors, vous étiez en concurrence avec Yves Lecoq, hein? Alors, notamment, j'ai croisé Yves Lecoq. Oui. Je suis pas sûr qu'il n'y en ait pas eu d'autres. Hein. Oui, d'accord. Alors, l'émission, c'est La Une est à vous. Vous commencez le 15 septembre 1973, vous avez 28 ans, et vous prenez les commandes d'un programme qui deviendra culte en France, dont on parle encore, la preuve. Le principe est très simple, les téléspectateurs choisissent ce qu'ils veulent voir. Voilà. C'est extraordinaire. On propose un programme, un menu qui est en fait plus large que ce qu'on est capable de diffuser, et les gens téléphonaient à SVP et choisissaient l'ordre des séries. Alors il y avait des variétés, des jeux, des séries, il y avait Colombo, il y avait Amicalement Vôtre. Les Mystères de l'Ouest surtout. Les Mystères de l'Ouest, absolument. Et c'est tous les samedis après-midi de 13h à 18h, qui était un horaire où les gens n'avaient pas l'habitude de regarder beaucoup la télévision.
Non, il me semble même me souvenir d'ailleurs que la télévision était plus ou moins fermée l'après-midi à l'époque. Et qu'on a ouvert en fait avec une émission longue, 13h15, 18h. Et c'était une idée de Guy Lux? Ouais. Pas mal. Ouais, même bien. Idée, hein. Bien. Là, vous épousez l'imitatrice et animatrice Sophie Darel, sous les yeux de la presse People. Alors là, vous êtes star. Là, vraiment, c'est arrivé assez vite, finalement, votre célébrité, non? Oui, dès qu'on fait de la télévision, la célébrité arrive tout de suite. Oui, ça arrivait très vite. Il suffit d'avoir 1 ou 2 accidents. Alors, je ne parle pas du mariage, mais, mais voilà, et puis ça part, quoi. Quelles ont été les réactions de votre entourage? Votre père, quand même, pilote dans la rave, votre mère, résistante, enfin, comment ils ont réagi? Alors, ils n'ont pas pleuré. Mais bon, les métiers des médias, de la télévision, etc., c'est quand même très éloigné de leur univers habituel. Donc ils ont été surpris. Personne ne savait ce que c'était. D'ailleurs, pour être franc, moi non plus. Je regardais très peu la télévision. Je savais pas très bien ce que c'était. Et votre relation avec les médias, c'était comment? Alors moi, j'ai adoré évidemment faire ça c'est clair. Aucun problème. Mais c'est vrai que le côté people, alors c'est le mot qu'on prononce aujourd'hui, mais la célébrité, etc., c'est quand même quelque chose de particulier, et un peu de silence de temps en temps, ça faisait pas de mal. Donc là, vous êtes passé quand même du journalisme au showbiz, quoi. Exactement. Oui, tout à fait. Mais ça s'est bien passé. Oui, très bien. Vous avez gagné de l'argent? Pour l'époque, c'était pas mal, mais bien loin de ce qu'ont gagné les autres après. C'est pas comparable. C'était TF1 avant la privatisation. Oui, c'était TF1 avant la privatisation. Ensuite, on est passé sur la 2 avec la même émission qui s'appelait Samedi est à vous. Alors, si mes souvenirs sont bons, là, je vais tout dévoiler. Je crois que je devais toucher à l'époque 1200 francs par émission, donc par semaine, pour La Une est à vous. Voilà. C'est très éloigné de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas Arthur, oui. Est-ce que ce succès a provoqué des rencontres amoureuses nombreuses? Ben, écoutez, je vais reprendre un mot célèbre. Depuis que la notoriété est arrivée, donc à ce moment-là, les femmes qui me disaient non étaient beaucoup plus belles qu'avant. C'est très bon, ça. Quel était le meilleur moment de cette époque, Bernard? Le fameux show business dont on parle, c'est quand même une grande découverte. Vous avez des gens très connus, très puissants, qui vous regardent comme si vous étiez le centre du monde. Je veux dire, quand on arrive là-dedans, on ne peut éprouver que de la joie, quoi. La notoriété, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie, quoi. Tout le monde vous dit bonjour dans la rue. C'est extraordinaire. Le pire moment de cette époque? J'ai beaucoup de mal à le dire parce que j'ai vécu ça alors vraiment avec un train d'enfer, et je n'ai pas le souvenir d'avoir vécu de mauvais moments. Mais vraiment. Bah, tant mieux. J'ai fait ça en dilettante, mais vraiment dans la joie la plus totale. Ça s'est arrêté pourquoi? Alors, je suis incapable de vous dire pourquoi l'émission La Une est à vous, ou Samedi est à vous, s'est arrêtée. En revanche, moi, j'ai décidé d'arrêter. Donc après La Une est à vous, on m'a confié... j'ai fait une autre émission quand même assez forte qui s'appelait L'inspecteur mène l'enquête. Oui, voilà. Et qui a prolongé en fait mon séjour à la télévision. Et puis quand cette autre émission s'est arrêtée, j'ai dit bon, j'ai fait le tour, je vais faire autre chose. En 84, donc, vous quittez vraiment la télévision, vous créez une société de conseil en communication et de relations presse avec André Rousselet et Bernard Brochant. C'est quand même pas les pires, hein? Non, c'est pas les pires. Plutôt un bon choix. Et là, vous commencez à travailler donc pour des opérations médiatiques, le lancement de Canal+, évidemment, en 84, mais aussi pour la perestroïka. Vous travaillez avec les Russes. Voilà. Alors ça, c'est un des grands souvenirs après la télévision. C'est sans doute mon plus grand souvenir. Parce que pour une fois, j'étais à l'intérieur du processus. Et donc, oui, on a travaillé pour la perestroïka. L'idée de base pour les travaux que nous avions à faire, c'était de porter le message que ça allait avoir lieu et que ce n'était pas un coup de Trafalgar de la part des soviétiques. Vous avez travaillé aussi pour des hommes politiques en Afrique? Oui, j'ai fait quelques campagnes politiques en Afrique. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque La Une est à vous? Pas du tout. Non, et puis la télévision d'aujourd'hui, enfin, je n'ai pas avancé dans le temps, mais la télévision d'aujourd'hui, je ne sais pas si je saurais bien la faire, surtout. Si c'était à refaire dans votre carrière, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Alors, je vais vous dire un truc que vous ne connaissez pas. J'ai tenu un premier rôle dans un téléfilm qui s'appelait La Grêle. Oh là là, non. Je tenais le rôle d'un pilote. Ah ouais, Et j'ai joué, mais alors, comme un pied. Ça, c'est l'affaire. D'ailleurs, un grand journal de programme de télévision avait titré « Acteur parce que pilote ». C'est tout dire. Donc c'est la seule chose que vous ne referiez pas, en fait. Oui, voilà. Le reste, vous referiez tout pareil? Ah oui. Même vous arrêtez en 84 Oui, tout à fait. Vous n'avez jamais ensuite regretté de vous être arrêté? Non, je me suis testé. Puisque après, évidemment, que j'ai quitté la télévision, j'ai eu des propositions. Donc j'ai pas dit non d'emblée, histoire de faire le blocage. J'ai dit je réfléchis 2 minutes, puis finalement j'ai fini par dire non, pas envie de revenir.
Le jour où vous allez mourir, le plus tard possible, j'espère, oui, mais quand on voit votre forme, on pense que c'est pas tout de suite. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on écrive sur votre tombe? On m'avait bien dit que ça finirait mal. Ah, c'est très bon. Mais merci Bernard, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Merci. J'accueille Pierre-Paul Jacques. Moi je sais pas jouer autre chose que du reggae. Je sais pas danser, je remets que sur le reggae. Je sais pas jouer autre chose que du reggae. Je sais pas danser, je remets que sur le reggae. Tout le monde en a parlé à retrouver Pierre-Paul Jacques en Poitou-Charentes, à La Rochelle, où il a posé ses valises depuis quelques années. J'habite à La Rochelle, je suis célibataire et j'ai 5 enfants. Tout va bien, j'ai les 3 grands qui sont là et les 2 petits aussi vont venir en vacances. Quand il faut bouger, quand il faut être dans l'action, j'y vais, j'y suis. Sinon, j'aime bien lézarder. Je fais toujours des concerts tout au long de l'année. C'est une façon de vivre que j'aime bien, en tout cas. Attention, en direct de la terrasse, Amnésia. Lou, Tom, Brice, Ablaï. Les enfants ont hérité des prédispositions musicales de leur père. Ils forment aujourd'hui un groupe, dans les pas de papa, sans pour autant marcher sur ses plates-bandes. Amnésia est de toute évidence plus proche de l'électro que de la musique du père, presque spirituelle. Depuis que je suis tout petit, de toute façon, je baigne dedans, dans la musique, comme il en fait. Il m'a fait pas mal faire de scènes à un moment. Donc voilà, j'ai acquis pas mal d'expérience à ce moment-là, quoi. Très folklorique. De son côté, Pierre-Paul Jacques continue d'enregistrer à La Rochelle. Mais à défaut d'un vrai studio, ça se passe... Romain! J'ai plus de... Ah voilà. Dans une chambre de bonne. C'est donc ici, dans ce lieu improvisé, que l'ancien punk devenu reggaeman a enregistré son dernier album. Et en fait, c'est chez lui, donc il y a un studio avec du matériel. Là, ici, il y a Ici, il y a une petite cabine qui s'est construite, tu vois, avec le micro, tu vois. Voilà, très efficace, ça sonne bien. Le projet de l'album Vénère, donc il a été en majeure partie fait ici. Tout est permis, elle déchaîne les enfers, plus d'interdit, elle fait trembler la terre, elle brille même dans la nuit, elle fait craquer les gangsters, les cartes de crédit, elle vise le millionnaire. Julia the sweetest bitch, liquor is my wish. Alors, on est pas bien là. Et Pierre-Paul Jacques, qui fut un temps marin sur un cargo marchand, ne nous laisse pas repartir sans un tour sur le vieux port de La Rochelle. Et c'est là aussi que j'ai trouvé mon bateau. En 2001, on est parti après d'ici, donc on est parti en Afrique et aux Antilles. Comme quoi, j'aime bien les bateaux. Tu vois, celui-là, il va super vite, ça là. Ça, c'est pour faire la course. Le bar le plus sympa de La Rochelle, c'est sur un bateau là, qui était un bateau météo avant. Le grand bateau blanc là. Ici, c'est pas tellement, c'est pas très stressant quoi. Ça me convient bien parce que bon, il y a la plage, il y a tout ce qu'il faut à côté. Tu vois, il fait beau la plupart du temps. Et puis voilà, c'est tranquille, c'est pas stressant comme ville quoi. Ça me va bien. Là-bas, c'est Saint-Jean-d'Acre. Saint-Jean-d'Acre, c'est là où il y a les francopholies, tu vois. Cap sur la tour Saint-Nicolas, où il nous confie se rendre régulièrement, loin du monde et de l'agitation touristique. On a du monde de plongeon. Les mecs qui plongent de là-haut, tu vois, ça fait 27 mètres. Et donc, il s'en passe des trucs ici. En vrai, pour dire la vérité, nous on aime bien quand il n'y a rien, parce qu'au moins on est tranquille. Tu vois, même l'été, là, il y a beaucoup trop de monde déjà. La Jamaïque est bien loin de La Rochelle, mais pour le chanteur, le reggae résonne encore dans son cœur. Et maintenant, la lumière se rallume sur Pierre-Paul Jacques. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Vous êtes né le 7 septembre 1964 à Paris sous le nom de Pierre Mathieu Villemé. Alors, votre mère était femme de ménage et votre père est parti très tôt de la maison en laissant femme et enfants.
il avait les moyens, mais il vous a jamais donné d'argent, ni à vous, ni à vos frères. Non. Vous l'avez revu une fois? Je l'ai revu une fois, oui. Vous aviez une dizaine d'années? C'était très rapide, donc ouais. J'ai pas un très bon souvenir, mais je me rappelle plus très bien, en fait. Et depuis, vous l'avez jamais revu? Si. Et alors? Ben, ça s'est pas très bien passé non plus. Ah ouais. À cause de vous ou à cause de lui? Je pense à cause de lui, parce qu'en fait, il a pas... J'étais avec mon frère Hugues, et donc, bon, il a pas été à la hauteur du rendez-vous, quoi. Donc, bon, bref. Alors, vos premières années, vous les passez à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne, et vous dites « Tu peux pas louper mon immeuble ». C'est la grosse tour verte au début de l'autoroute du Sud. C'est ça, ouais. On la voit très bien. Je la vois encore à chaque fois moi que je aussi, passe. oui, chaque fois que je passe l'autoroute. Ensuite, vous habitez à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, cité Fossé-Jean. Adolescence un peu difficile, quand même. Un peu difficile, ouais. Tout petit peu hors norme, on va dire. Mais bon. En 1978, vous faites vos premiers pas dans la musique comme bassiste dans un groupe qui s'appelle SAMU 92. C'était quoi comme musique? C'était de la musique punk. On essayait de ressembler aux Sex Pistols. Et ma foi, on n'était pas aussi bons qu'eux, quoi. Mais on avait l'énergie quand même. On était très jeunes aussi. Moi, j'avais entre 12 et 13 ans, peut-être 13 ans, quoi. Ensuite, vous faites partie de la première bande de skin français, la bande des Halles, qui se retrouve autour de la fontaine des Innocents. Mais il y avait l'idéologie skin là-dedans? En fait, nous, on était réunis un peu autour d'un leader qui s'appelle Farid, qui est toujours mon ami. Et voilà, bon, on n'était pas dans l'idéologie, disons que lui nous a amenés dans le comment dire, dans la panoplie, un peu dans le délire quand même, un petit peu, quoi. Puis voilà, bon. Après, pour moi, ça n'a pas duré très longtemps, en fait. À l'époque, vous faites tatouer Trojan Skin sur le bras, quand même. Sur la main, là, j'ai toujours. Ah ouais? Fais voir. Tu vois, c'est vieux, hein, tu vois, c'est à moitié effacé. Trojan, c'est un label de reggae music, c'est pour ça que je l'ai mis, À l'époque, on vous surnomme Pierrot le Fou. Vous étiez fou? J'ai à peu près horreur qu'on m'appelle Pierrot, déjà. Et Pierrot le Fou, c'est le Pierre Loutrel, donc c'était pas un bon gangster, d'après moi. Donc, je revendique pas du tout cette appellation. Voilà, et c'est certainement pas mes amis de l'époque qui m'appelaient comme ça. Voilà. Alors, vous glandez avec votre bande, vous vivez de menus larcins. Vous dites, je passais des journées à regarder les toits d'immeubles pour repérer les appartements à braquer. Vous en braquez, les appartements? Je lui fais, Je sais pas si ça se dit vraiment, ça, mais... Si, à l'époque, entre 16 et 19 ans. Allez, comme ça, quoi. Entre 16 et 22 ans. Ça rapportait du blé de faire ça? Ben, à moi, pas vraiment beaucoup, un petit peu. Bon, il y a toujours une ou deux bonnes farces dans le... Mais non, c'était pas un bon métier pour moi. J'avais plus de malchance là-dedans que de réussite. Voilà, puis bon, c'était pas... J'étais pas à l'aise. Alors, en 81, vous partez à Londres pour retrouver vos groupes favoris. C'était qui les groupes que vous vouliez découvrir à Londres? Les groupes punk de l'époque, comme Sham 69, etc. Les Clash aussi, qui sévissaient encore à cette époque-là. C'était un bon kiff. C'était un super kiff. Surtout que ça coûtait pas cher du tout, les concerts à l'époque. C'était souvent dans des petits clubs ou des pubs, tout ça, c'était vraiment pas cher. Et c'était bien. Alors, vous logez à l'époque dans un squat à Stockwell, où vivent beaucoup de Jamaïcains, et là, vous découvrez le reggae. Tout à fait. Alors, à l'époque, vous faites beaucoup d'allers-retours entre Londres et Paris, mais à Londres, comme à Paris, vous glandez, vous faites des petits larcins, et inévitablement, vos conneries finissent par vous emmener en prison. 3 mois en Angleterre, 6 mois en France, à Mérogis. Et C'était dur? C'était dur, c'était surtout pas pour moi, quoi. Ah oui, non plus. C'était mérité? La deuxième fois, mais pas la première, non. La deuxième fois, c'était pourquoi? C'était pour un cambriolage. Ah ouais. C'est lourd, quand même. C'est lourd, bah écoute, qui fait le malin tombe dans le ravin, qu'est-ce que je te dise. Alors, après la prison, vous faites engager sur un cargo à destination des Antilles,
Et en Martinique, vous faites un peu de contrebande de marijuana sur le voilier avec votre frère? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Du ganja trading. Ouais, ganja trading. Ouais, j'ai fait ça. Je faisais également les pamplemousses dans le même temps, quoi. Ah oui. Ouais, parce que je faisais aussi un trafic de pamplemousses qui est moins dangereux quand même. Mais est-ce que c'était aussi rentable? C'était intéressant. Ouais, ah oui. Au point de vue rentabilité, ouais. Ouais, parce que et donc j'avais des pamplemousses et des oranges. Après, j'ai essayé de faire d'autres trucs comme le cacao, tout ça, mais ça n'a pas marché. Ouais. Et les oranges et les pamplemousses, ça a toujours très bien marché. Et la ganja, ça marchait bien. Et ça marchait bien aussi, ouais. Donc, voilà. Alors là, c'est là que vous commencez à écrire, à composer des chansons, au départ influencées par des gens comme Burning Spear, Desmond Dekker un petit peu, Toots and the Maytals. Ça a été le début, là. Quand je suis arrivé en Martinique en 84, j'avais 20 ans, j'étais plus dans le truc de faire du bateau et de faire le vagabond à droite à gauche que d'écrire des chansons, parce que j'étais pas, j'avais pas de groupe, j'avais aucune actualité, donc j'étais pas grand chose. Donc voilà, j'étais plus dans un mode aventurier, on va dire, quoi. Ouais. Et puis pirate des Caraïbes un peu. Ouais. Petit pirate. Petit pirate. Ouais. Alors vers 87-88, vous revenez en France et là vous commencez à faire vos classes dans la musique. Alors c'est pas facile parce qu'à l'époque vous habitez à Clamecy, dans la Nièvre. Vous vivez du RMI, vous avez une femme, 3 gosses, pas de bagnole. Ouais, c'était dur, mais bon, c'était bien parce qu'on était à la campagne, on était en famille. Ouais, c'était bien. Vous faites un album chez vous qui est remarqué par Barclay. Ouais. Quel âge vous avez à ce moment-là? Je dois avoir 30 ans, hein, quand même, peut-être. Alors ça vous permet d'aller à Jamaïque pour la première fois de votre vie, ça a dû être un choc, non? Ouais, c'est là que j'ai appris vraiment le reggae music. Ouais. Vous avez rencontré Sly Dunbar et Robbie Shakespeare? Ouais, aussi, ouais. Quand même des stars. C'est surtout des très bons musiciens. Ouais. Et vous enregistrez à Tuff Gong, le studio de Bob Marley à ce moment-là. Alors là, les albums se succèdent et le public commence à suivre, ça marche de mieux en mieux. Ouais. Et puis, c'est le temps du succès. 1 million d'exemplaires pour Kingston Karma, énorme. Le suivant est double disque d'or et vous obtenez une victoire de la musique. Oui. C'est la gloire. C'est la gloire pour ma mère. Ah oui, mais quelle a été justement la réaction de votre entourage? L'entourage familial, enfin, eux, ils ont toujours été très contents pour moi. Ouais. Et ils en ont tiré un peu de fierté aussi. Et vos potes aussi? Et mes potes aussi. Bon, alors après, les potes, quand t'as du succès, tu sais, c'est très... Ouais. Et avec les médias, comment ça s'est passé, vos relations? Moi, le seul truc que j'aurais à faire, là, sur toute cette période, pour les médias, c'est de me parler à chaque fois des histoires de skin, tu vois. Mais voilà, des fois, ça a été amené d'une façon que j'ai pas aimé, quoi. Ouais. Un peu agressive, un peu jetée à la figure comme ça, sans réfléchir. Et puis surtout, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui ont été dites par des gens qui n'étaient pas là. Bah, il y a MC Jean Gabin. MC Jean Gabin qui a fait une chanson où il parle de ça. Oui, tout à fait. Mais comme il est plus jeune que moi, il n'était pas là. Lui, c'était après. Lui, c'était le gang des requins. Donc, dans le temps, c'est des années plus tard. Donc, voilà, quoi. À l'époque de Farid et de La Fontaine des Innocents, vous n'étiez pas dans une idéologie d'extrême droite? Mais pas du tout. Pas du tout. Nous, on était, tu sais, moi déjà, j'étais très jeune. Et nous, on était... Aujourd'hui, par exemple, si tu prends les transports en commun, à certains moments, tu vas voir des bandes de petits jeunes qui ont entre 13 et 15 ans. Ils arrivent, ils défoncent le train, ils dépouillent les gens, ils font chier tout le monde. Voilà, on était comme ça. Ouais, mais ça allait pas plus loin. Ouais. Alors, et Farid était là-dedans quand même, lui. Moi, je me suis pris la tête avec lui, bien que ce soit mon ami, sur certains trucs, certaines potes, entre guillemets, qu'il avait, par exemple. Que moi, je voulais pas du tout voir, mais bon. Mais ça vous a pourri la vie avec les médias quand même un peu? Ça m'a pourri la vie avec les médias, tout à fait. L'argent, vous avez gagné de l'argent à l'époque des disques d'or et... Bien sûr, Que vous en avez fait? Et les gonzesses, c'était plus facile à cette époque-là? J'en ai un peu profité, Non, mais avec la tête que vous avez, ça doit pas être difficile en plus. Voilà, moi j'ai pas de problème à être star ou pas pour
pour plaire à une gonzesse. Ceci dit, pour finir, les femmes ne sont pas faciles. Ouais. Voilà, sur une longueur, la vie, tout ça. Bref. Quel était le meilleur moment à l'époque? Je crois que c'est quand je partais en vacances avec mes enfants, ou quand je les emmenais, tu vois, parce que je les emmenais sur pas mal de festivals loin dans le Pacifique, tout ça, où c'était super. Et le pire moment? Le pire moment, c'est l'hôpital. Ouais, bah justement, oui, c'est là que vous commencez à avoir des ennuis de santé. 4 pneumothorax. Alors, le pneumothorax, c'est un épanchement de gaz dans la cavité pleurale. Et à un moment, vous en avez sans arrêt, quoi. Ouais, c'est la plèvre, c'est un décollement de la plèvre. Ouais. Ton poumon se retrouve dans le bas comme un petit ballon, tu sais, dégonflé, baudruche. Ouais, c'est ça. Et ouais, ça fait mal. Et les opérations, parce que j'ai été opéré après dans la foulée, évidemment. Donc les opérations font assez mal aussi, quoi. Il y a une fois où vous en aviez eu 1 ou 2, vous prenez l'avion pour rentrer, je crois, de Nouvelle-Calédonie, vous avez un pneumothorax dans l'avion, enfin, c'est quand même très... Ah, c'était chaud, là. Très chaud, là. Parce que là, on ne peut pas sortir de l'avion, hein, non. Ouais. Puis il y avait de la route, quoi. On était au Japon, à peu près, donc... Et puis votre femme a un accident de voiture à ce moment-là. Pour couronner le tout. Ouais. C'était pas la bonne année. C'était l'année 2001. C'était pas la bonne année, mais bon, on est tous les deux vivants. Ouais, vous dites d'ailleurs 2001 n'a pas été une bonne année pour nous. Alors j'ai plus envie de faire Pierre-Paul Jacques. J'ai eu envie d'arrêter. Ouais. À ce moment-là, ouais. Et là, vous partez sur un bateau, vous êtes saoulé par les babylonneries. Allez, hop. Vous êtes gavé par le showbiz. Et puis finalement, à l'escale de Grenade, vous recommencez à écrire, quoi. Ouais. Ça va? Bah ouais, ça me fait toujours du bien, le bateau. Ouais. D'ailleurs, maintenant, j'en ai plus parce que je l'ai vendu le dernier, donc c'était celui-là, d'ailleurs. Mais j'ai toujours l'espoir d'en avoir un nouveau parce que ça me fait du bien, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que le 5e album a eu beaucoup de succès. Beaucoup moins que les précédents. Mais par contre, j'ai beaucoup tourné. J'ai fait beaucoup de concerts à partir de 2003, on va dire, 2003-2004. Après, j'ai ressorti un autre album en 2006. Donc, Je blesserai personne. Donc, qui n'a pas fait très mal non plus. Mais qui est super, par contre, comme le précédent, Steam Turban. Enfin, bon, moi, je ne peux pas vendre la cam, mais... moi, je les trouve bien, peut-être par rapport à d'autres qui sont plus... Oui, c'est-à-dire que les albums qui n'ont pas eu de succès n'étaient pas plus mauvais que ceux qui avaient eu du succès avant. Exactement. Et c'est dû à quoi, ça? Il y a eu déjà cette histoire de problèmes, d'accidents, d'hôpital, etc. Donc ça, quand tu es en plein run et que tu es bloqué pendant 1 an et demi, on va dire, comme j'avais beaucoup d'engagements qui n'ont pas été respectés, eh ben, ça a mis beaucoup de gens dans la merde, donc des grosses boîtes de tourneurs et tout ça, donc ils n'ont pas été contents, quoi. Voilà. Mais bon. Vous êtes nostalgique de l'époque, des disques d'or, des victoires de la musique, etc. Non, je suis pas nostalgique. Je suis pas nostalgique en général. Mais finalement, j'aime bien maintenant aussi, parce que bon, alors c'est sûr, c'est pas comme ça, c'est un peu plus dur. Mais je fais toujours des concerts et si tu veux, c'est vraiment musicien, quoi. J'ai beaucoup moins, je me prends moins la tête. Ou alors le succès, il faut y rester tout le temps, quoi. Il faut être tout le temps dedans. Comme ça, tu te rends compte de rien, de ce qu'est vraiment la vie normale. Parce que même si tu as connu avant, une fois que tu es dedans, au bout d'un moment, tu te rends plus compte. Hein. C'est un peu... Si c'était à refaire, Pierre, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Bah, je ferais pas le monte en l'air, comme m'appelle Bernard Lavilliers, m'appelle le monte en l'air, tu vois. C'est les mecs qui escaladent pour aller s'introduire dans les appartements par les toits, etc., quoi. Bah, ça, je le referais pas, ça. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Je voudrais qu'on mette Pobre Diablo. Ah, c'est bien. Ben, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Pierre. Merci. Ok, ben, merci beaucoup. C'était Tout le monde en a parlé, amis du parking, bonsoir.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.